Bonjour à tous, je suis Marie Hénard de SteamShift. SteamShift est une équipe d'entrepreneurs, chercheurs, ingénieurs et designers spécialisés dans la réinvention au service de la transition environnementale. Tout le monde a sa propre vision du futur, mais la plupart d'entre nous est d'accord sur le fait que le modèle économique et industriel actuel n'est plus soutenable et donc plus désirable. Quel serait le nouveau récit pour notre société? C'est pour répondre à cette question et nourrir nos imaginaires que nous avons créé ce podcast Dessine-moi un futur désirable. Nous y convions des personnalités engagées qui mènent des batailles tous les jours pour que leur vision du monde de demain devienne une réalité. Un monde qu'ils seront fiers de léguer aux générations futures. Aujourd'hui, j'accueille Alice Peyrard. Alice est directrice engagement climat chez Veolia. Avec Alice, on a eu une discussion passionnante sur un sujet à mon sens trop peu médiatisé, les enjeux autour de la ressource en eau. Et on est notamment passé par une question clé, la gouvernance de cette ressource naturelle. Alice m'a aussi partagé un des sentiments les plus importants pour elle, l'émerveillement. Vous allez le voir, l'émerveillement résonne particulièrement avec sa vision sur un futur désirable qui prend soin de tout ce que nous offre le vivant. C'est parti. Bonjour Alice. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le micro de Dessine-moi un futur désirable, un podcast où on va parler de ta vision du futur, mais aussi des enjeux autour d'un thème passionnant qui est la ressource en eau. Tu es entre autres directrice innovation climat chez Veolia. Et j'ai pas envie d'en dire plus, mais plutôt de te laisser la main pour te présenter, mais si possible, sans me parler de ton parcours professionnel. Alors, je pense qu'aujourd'hui, parler identité, c'est très politique. Oh oui. Euh, Moi, j'ai envie de dire que ce que je suis, ça vient d'abord de mes racines, de mes rencontres. Ok. J'ai bien 2 chromosomes X. Je suis femme et heureuse de l'être, épouse, mère de 3 enfants, des jeunes ados. Et ce qui me caractérise, c'est sans doute d'être curieuse, Ok. curieuse du microcosme jusqu'aux étoiles. Et je crois que c'est pour ça que j'ai choisi de faire des études d'ingénieur, pour explorer. Et j'ai aussi choisi d'explorer d'autres champs et je me suis formée en massage, en médecine orientale, pour compléter mes études très théoriques et technologiques. Impressionnant. Bravo, j'aurais jamais deviné que tu t'étais formée à la médecine orientale. D'où est venue cette idée de te lancer dans cette discipline? Quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, j'avais fait beaucoup de simulations Ok. et j'avais besoin de pouvoir faire quelque chose sans un ordinateur, Ouais. même si à l'époque c'était juste le tout début des ordinateurs. Ouais. Et faire quelque chose avec mon corps, c'était soit avec mes mains, soit avec mon chant. Et dans ce que j'ai exploré, finalement, j'avais envie d'apprendre quelque chose de l'ordre du toucher. Et à l'époque, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est compliqué quand on travaille de faire des études de kiné. Je connaissais que ça et on m'a Mhm. parlé des massages orientaux que je ne connaissais pas. Et j'ai exploré ce monde avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt à la fois intellectuel et culturel pour me plonger dans ce que c'était que cette grande richesse de l'art oriental, de la médecine chinoise, du diagnostic et puis du massage. Et d'ailleurs, je suis aujourd'hui praticienne aussi. Super, impressionnant. Moi, j'ai vécu en Chine pendant un petit moment durant mes études, donc c'est aussi des disciplines qui me parlent un petit peu. Euh, Merci beaucoup pour cette présentation. Je sais que c'est pas un exercice qui est facile, ça demande d'aller chercher des choses aussi un petit peu intimes, donc merci de t'être prêté à l'exercice. Peut-être que je peux aussi rajouter Ouais. que je crois que ce que je suis, c'est aussi un héritage de ce qu'on m'a proposé de développer dans mon enfance. On s'est très vite occupé de me proposer de développer ma spiritualité et je crois que c'est quelque chose que j'hérite aujourd'hui dans ma capacité d'émerveillement. Ok. Euh, J'ai fait du scoutisme dans la nature. Ouais. Mes parents m'ont emmenée en fait passer des vacances au bord de la mer, dans la montagne. C'est tout simple.
Mais tout ce temps à regarder les éléments, à prendre le temps d'être présent à ce qu'il y en a autour de soi, ça a aussi construit ma personnalité et puis mon souhait de continuer en fait à travailler pour protéger la nature. C'est hyper beau et hyper intéressant et j'imagine aussi du coup que tu transmets ça aujourd'hui à tes enfants. J'espère, mais ce qu'on transmet à des ados, c'est toujours très mystérieux. Oui, effectivement. Bah écoute, passionnante cette présentation. On a parlé de choses très personnelles. Maintenant, est-ce qu'on peut un petit peu plus glisser vers ton parcours professionnel? Est-ce que tu peux m'en parler? Alors mon métier, celui d'aujourd'hui, celui d'hier, celui de demain, peut-être pour commencer par le début du parcours professionnel, j'ai travaillé sur les usines de traitement des eaux usées pendant quelques années avant de devenir auditeur. Puis après, j'ai échangé avec des investisseurs, boîtes du CAC 40, pour comprendre et puis expliquer comment est-ce qu'on pouvait réduire les gaz à effet de serre. J'ai participé et siégé à des conseils d'administration, géré des contrats de traitement d'eau. Et aujourd'hui, pour qualifier mon job, on pourrait dire que je suis peut-être traductrice et entremetteuse. C'est comme ça que je définirais mon travail autour de l'innovation. Plein de poésie. Voilà, traductrice et entremetteuse. Vraiment essayer de comprendre les besoins des clients et les traduire en questions qui vont pouvoir obtenir des réponses dans une échéance pas trop lointaine. Et après, il s'agit de trouver dans mon entreprise qui vont être les personnes, quels vont être les lieux. On va pouvoir reconstruire ces solutions et les mettre en œuvre de manière économiquement viable dans un futur proche. Donc voilà un petit peu ce à quoi ressemble mon métier aujourd'hui. Super, écoute, je pense qu'on y reviendra dans une petite minute. Moi, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que le fil conducteur en fait de ton parcours, c'est la ressource en eau. Et j'ai l'impression que c'est depuis le début, peut-être que je me trompe. Si j'ai raison, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi l'eau? Alors pourquoi l'eau? J'ai l'impression que ça s'est construit un petit peu par affinité avec cet élément. J'ai une petite anecdote. Quand j'ai passé le brevet, c'était 89, la chute du mur de Berlin, pour situer un petit peu mon âge. Canonique déjà. Et, Pas du tout. et donc, il s'agissait de commenter un fait d'actualité de l'année. Et je me suis dit, oulala, tout le monde va entendre parler de la fin de l'URSS, le professeur il va lui 150 copies. Comment sortir de là? Et j'ai parlé de la prise de conscience écologique autour de changement des sexes des poissons dans le Rhin, suite à un article de presse qui avait un petit peu fait au moins une semaine la une des journaux sur les perturbateurs endocriniens. Sans être forcément une grande militante écologique à l'époque, mais voilà, c'est de là peut-être qu'est venu mon premier lien très concret avec la pollution dans l'eau. Et je pense que j'ai eu un petit peu une démarche autour de l'eau qui était sensibilisée par la pollution en fait de l'eau. C'est par là que je suis rentrée dans l'idée. Bon, c'est vrai que comme j'allais à la mer, j'étais assez sensibilisée aux marées noires, un peu la génération du naufrage de l'Erika. Voilà, c'est par là que c'est arrivé. C'est super intéressant ce que tu me dis parce que tu le sais, j'ai eu des conversations avec d'autres invités et en fait, on sent que en fait, on a besoin de voir des choses de nos propres yeux pour pouvoir en fait comprendre, intégrer et ça te donne, en tout cas ça a donné chez certains des invités qui sont passés au micro, des envies d'agir. Et j'ai le sentiment qu'avec toi c'est ça et c'est assez marrant parce que dès tes 15 ans, en fait, dès ce brevet et cet article sur les poissons, ça t'a vraiment lancé sur ce chemin en fait. Et j'ai une autre expérience par contre, j'ai eu l'occasion de travailler 1 an au Tchad. Et de toucher du doigt très concrètement ce que c'est que les conséquences de la disparition du lac Tchad, avec les conflits que ça pose de déplacement de population et aujourd'hui ce qu'on sait de troubles sociaux et puis de lieux de fomentation pour le terrorisme quand les populations ont plus de quoi se nourrir très concrètement. Donc effectivement, je pense que ma relation à la protection de l'environnement, elle est arrivée aussi par les côtés impact de la pollution sur la santé et impact aussi sur les troubles sociaux que ça peut poser. Oui, effectivement, des conséquences très très larges. Est-ce que tu peux juste nous redonner quelques détails sur le lac? Moi, j'avoue que je ne connais pas ce lac en particulier. C'est des problèmes de sécheresse qui le touchent? Effectivement, le lac Tchad, c'est un lac qui est à la frontière du Tchad, du Nigeria et du Niger, qui est alimenté par 2 grands fleuves qui sont pris dans la désertification.
Ok. et un petit peu d'irrigation aussi. Et peu à peu, en fait, il s'assèche et il a perdu une grande partie de sa superficie aujourd'hui. Donc les populations qui vivaient de la pêche ont migré, les troupeaux qui broutaient sur les prairies, les prairies se sont desséchées, donc les éleveurs ont migré sur des terres plus agricoles et on retrouve des conflits éleveurs et agriculteurs qui sont des conflits classiques du Sahel. Merci Alice pour ces précisions. J'ai envie de revenir maintenant sur ce dont tu nous as un petit peu parlé, ton rôle aujourd'hui de traductrice et entremetteuse. Tu nous as dit donc que ton rôle était de comprendre en fait les besoins, de les formuler en question de tes clients. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager pour rendre la chose un petit peu plus concrète? Aujourd'hui, moi je travaille concrètement sur comment est-ce qu'on peut déployer plus largement les solutions fondées sur la nature qui sont liées à l'amélioration du traitement de l'eau. Et nos clients, collectivités, sont confrontés à la gestion des inondations en ville de plus en plus drastiques. Voilà, on passe d'une vision, je dirais, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, où un opérateur comme Veolia est responsable de la gestion du système d'assainissement, à comment est-ce qu'en fait on va pouvoir drainer l'eau hors de la ville. Donc c'est les schémas directeurs urbains. Et notre rôle, c'est aussi d'accompagner les clients pour voir comment en fait on peut optimiser cette gestion de l'eau qui arrive, pas uniquement par l'optimisation du système d'assainissement en lui-même, mais aussi de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la capacité d'infiltrer l'eau dès là où elle tombe pour qu'il y en ait le moins possible qui arrive, l'eau de pluie le moins possible qui arrive au système d'assainissement. Et puis derrière, quand ce système déborde, est-ce qu'il peut déborder dans des mares qui vont être gérées de manière à pouvoir préserver la biodiversité et qu'on limite l'impact de tous les rejets sur l'écosystème? Parce qu'après, on sait qu'en termes de biodiversité, c'est quand même la biodiversité aquatique et marine qui est la plus en crise aujourd'hui. Donc comment on fait pour pas polluer la ressource et préserver toutes ces espèces derrière. Et puis après, préserver aussi toutes les activités économiques qui sont liées, l'agriculture, le tourisme, etc. Bien sûr. Et donc toi, ton rôle dans tout ça, ça va être de faire en sorte que ces solutions dont tu viens de parler se mettent en place? Alors, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas de système économique qui permet d'en faire des solutions pérennes. Donc, c'est identifier quels vont être les leviers pour voir déjà faire des propositions de réponse à des cahiers des charges, peut-être avec des variantes qui permettent d'intégrer ces solutions, et puis de trouver un moyen de les rémunérer dans la durée, parce qu'il y a toute la période de construction sur laquelle les puissances publiques commencent à débloquer un certain nombre de fonds et mettre en œuvre dans certains pays des taxes pour financer, mais après, il faut les opérer dans le temps. Et aujourd'hui, les solutions économiquement viables ne sont pas forcément là dans tous les pays. Donc, il faut travailler non seulement, je dirais, sur les solutions elles-mêmes, et puis aussi sur la capacité à les financer dans la durée. Merci Alice. Ce que tu viens d'évoquer, ça me fait, enfin, ça soulève le point en fait que cette ressource en eau, aujourd'hui, elle est quelque part gratuite aussi pour les entreprises. Est-ce que tu as l'impression qu'on la traite entre guillemets dans l'industrie à sa juste valeur? Je pense que comme beaucoup de ressources, mais c'est pas lié qu'à la ressource en eau, c'est lié aujourd'hui à toutes les ressources. On paye pas le prix de la ressource et surtout ses impacts. Donc il y a énormément de travaux académiques très intéressants pour dire comment est-ce on peut valoriser la ressource à son juste prix. Et je pense que ces travaux vont aboutir, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques années. On voit que c'est vraiment une nécessité que le monde de la finance se plonge activement dessus. Même si peut-être philosophiquement, c'est pas forcément idéal de donner un prix à toute la nature. Je pense que c'est aujourd'hui un outil dont on a besoin pour pouvoir, au même titre que le travail, donner à la fois aux ressources humaines, puisqu'on parle aussi de ressources Oui. humaines, et aux ressources naturelles, leur juste prix. Et selon toi, toujours un peu dans cette question-là, est-ce que la réglementation aurait aujourd'hui un rôle à jouer pour permettre de donner plus de valeur à la ressource en eau? Je suis assez intéressée par les différents types de gouvernance qui peuvent être mis en place une fois que le politique entre en jeu. Et je voudrais prendre pour exemple l'Australie. Aujourd'hui, les aborigènes ont le droit d'exprimer ce qu'ils veulent faire de leurs ressources et de leurs terres. Et on va demander aux entreprises
de respecter ses demandes et ses droits. Et ça devient aussi un avantage compétitif, c'est-à-dire que si on est capable de les prendre en compte et de faire des propositions qui respectent toutes les parties prenantes, eh ben on va pouvoir, parce que c'est réglementé, le mettre en œuvre. Donc voilà, je voudrais citer un autre exemple pour dire qu'on n'a Vas-y. pas toujours fonctionné de la même manière par rapport à la nature. En 2018, je faisais de la randonnée dans la vallée de la Maurienne Ok. et ils ont replanté des vignes et je suis tombée sur un panneau touristique qui expliquait que la vigne avait disparu au Moyen-Âge suite à une attaque par un charançon. Et comme le charançon était une créature de Dieu, la ville a payé un avocat commis d'office pour les charançons pour défendre leur droit d'existence face aux vignerons qui voulaient les éradiquer. Donc ça m'a Ok. rappelé des expériences qu'on a eues comme récemment au COP où il y a des jeunes qui ont représenté les océans ou les forêts. Voilà. Donc ça existait déjà dans l'histoire. Merci Alice de ces précisions. Effectivement, quand je t'entends parler, je sens que à partir du moment en fait où on donne quelque part une voix à la ressource, c'est à ce moment-là où dans le débat public, on commence vraiment à prendre compte de sa valeur et à la valoriser. Maintenant, j'aimerais passer à un sujet toujours très lié à l'eau. Euh, L'eau est selon moi pas assez médiatisée aujourd'hui. On en parle souvent via la sécheresse, la pollution des eaux sur la scène médiatique. Est-ce que tu aurais des chiffres un peu clés à nous partager sur l'état des lieux de la ressource aujourd'hui en France? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de sécheresse depuis le début de l'année et à raison puisque on a 63% des nappes phréatiques qui sont déficitaires par rapport à la moyenne centenaire et on a depuis le début de l'année un déficit de 35% des pluies sur le territoire. Alors juste pour donner un impact de ce que ça peut avoir, notamment sur l'agriculture, un projet européen a montré que dans les 15 dernières années, dans le sud de l'Europe, à cause de la sécheresse, on a pu perdre 20 à 100% du rendement. Ah ouais, c'est Euh, jusqu'à 100% la totalité des récoltes bah, perdues. Quand il y a eu des années trop sèches, oui. Sur le front atlantique, jusqu'à 60% des fermes ont été touchées et sur l'Europe continentale, la moitié des fermes. Donc c'est vraiment tout à fait conséquent pour notre continent. Effectivement, c'est assez impressionnant. Ces chiffres font froid dans le dos. Et en termes de pollution, c'est quoi aujourd'hui les grands types de pollution de l'eau qu'on observe en France? On reste un pays relativement agricole et on a cette chance-là. Donc, on observe beaucoup de pollutions qui viennent de notre mode de production de l'agro-industrie. Et c'est ce qu'on va retrouver notamment dans les difficultés après de filière d'eau potable, mais aussi dans tout l'impact sur la faune et la flore. On a énormément fait de progrès sur l'assainissement. Même si on a toujours quelques rappels de l'Europe de temps en temps. Mhm. On va dire que ces grands chantiers qui ont commencé dans les années 80, aujourd'hui sont quand même bien avancés. Donc par rapport à d'autres pays, on a peut-être moins de pollution directement issue de la pollution urbaine. Reste après tous les polluants vraiment difficiles et en particulier peut-être c'est moins connu et tous ceux qui sont liés au traitement médicamenteux et D'accord. qui sont des polluants diffus parce qu'aujourd'hui, on est traité à domicile. Et donc, voilà, c'est des sources très diffuses. Donc c'est-à-dire que les médicaments pris individuellement, je comprends tous au quotidien, on génère une Concrètement, les pollution urines et et se retrouve dans donc, les urines et oui, voilà. dans les cours d'eau et contribue à cette pollution. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont vraiment très difficiles à traiter. Est-ce qu'on a déjà des solutions pour ça? Oui, ça reste extrêmement difficile. Donc déjà, il s'agit de les identifier. Mhm. Et puis, on a aussi des polluants émergents qui viennent notamment de l'usage des plastiques. On parle aussi beaucoup aujourd'hui des Microplastique. PFAS. Ok. Quand les plastiques se décomposent, voilà, c'est des molécules chimiques qu'on a créées et qui sont absolument formidables pour leur usage, mais qu'on retrouve partout. Et aujourd'hui, on est en mesure aussi de les isoler, ces plastiques, et de les traiter. Tout commence toujours par prévenir, Ouais. c'est-à-dire comment je préviens la pollution à la source. Et les traitements, ils restent compliqués tant qu'on n'est jamais face à des pollutions concentrées, quoi. Merci pour ces précisions.
On vient un petit peu là de parler de solutions pour le traitement de ces différents types de polluants que tu viens d'évoquer. Il me semble, et si je ne me trompe pas, qu'au quotidien, l'innovation te permet de trouver des solutions. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi aujourd'hui la place de l'innovation dans ton quotidien et comment tu l'utilises pour trouver des solutions à tous les problèmes que tu rencontres? Alors, l'innovation, ça se fait pas tout seul, hein. Oui. Ça se fait dans des écosystèmes. Donc, il y a effectivement sur les pollutions difficiles, beaucoup de recherches technologiques, mais je pense que ce qui est important, c'est, comme je le disais, de traiter la pollution à la source. Donc, c'est aussi des travaux qu'on mène pour, notamment, finalement, via notre activité déchets plus notre activité eau chez Veolia, c'est comment est-ce que on va collecter et réutiliser les matières plutôt que les laisser vivre leur fin de vie. Mhm. Donc ça concerne évidemment notre continent européen et la France, mais les plus grandes sources de pollution, et notamment plastique, aujourd'hui, elles sont là où il y a les grandes concentrations de population, et en particulier en Asie du Sud-Est. Ouais. Donc la question de toutes les filières en fait, de ramassage, de tri, pour que ces masses de plastique générées n'arrivent pas jusqu'à l'océan, par exemple. Ouais, effectivement, j'imagine que c'est vraiment un enjeu pour des continents comme l'Asie du Sud-Est. Quand on parle de pollution de l'eau, j'ai regardé un reportage récemment où j'ai vu en fait une station de recyclage des eaux usées. Donc je le dis avec mes mots, c'est peut-être pas vraiment les mots que tu utilises au quotidien, qui se trouvait, il me semble, en Afrique du Sud et en fait qui retraitait les eaux usées donc de la population et qui arrivait en fait à en faire de l'eau absolument pure que les gens pouvaient boire. Je trouvais ça absolument fascinant. Et du coup, ça me questionne, est-ce qu'un jour, ce type de solution, on va le voir arriver en France et pourquoi, en fait, quelque part, on ne le voit déjà pas arriver, sachant qu'on sait que c'est une ressource qu'on doit préserver. Parce que, enfin, on l'a pas dit dans ce podcast dès le début, mais ça coule de source, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, mais l'eau est vraiment essentielle à la vie. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Effectivement, ce qu'on appelle le reuse ou la réutilisation des eaux usées, ce sont des techniques qui sont aujourd'hui éprouvées, fiables. Et on peut les faire à différentes échelles, c'est-à-dire ce que tu viens de décrire, directement sorti d'usine de traitement des eaux usées issues des collectivités, des villes. On va avoir une autre usine qui va permettre d'affiner ce traitement dans une filière de production d'eau potable ou de production d'eau industrielle aussi, parce qu'il peut y avoir différents usages, ou de Mhm. production d'eau pour l'arrosage agricole. Et on peut aussi intermédier la nature, c'est-à-dire en fait tout dépend de la vitesse à laquelle on veut reproduire l'eau potable. Dans le cycle de l'eau Oui, normale, je dirais traditionnel, il n'y avait pas d'usine, hein, bien sûr. dans un petit village, voilà, l'eau est épurée par les bactéries qu'elle contient, les végétaux qu'elle contient. Euh, et plus en fait on a une densité de population importante et plus on a besoin d'eau disponible rapidement, plus on va mettre en œuvre des technologies. Mais on peut, par exemple, filtrer l'eau et la laisser se réinfiltrer dans une nappe dans laquelle on va repuiser derrière pour amener l'eau vers une usine d'eau potable. Ou on peut avoir ce qu'on appelle une zone de rejet végétalisée avant que l'eau rejoigne un lac dans lequel on va puiser pour aller vers une usine d'eau potable. Donc en fait, il y a plusieurs, je dirais, cycles qui peuvent Mhm. être plus ou moins longs en fonction du temps dont on a besoin pour régénérer l'eau. Donc là où on est en crise majeure, on va réutiliser l'eau directement. Et après, il s'agit d'une acceptation des usages par la population pour savoir si on va voilà, un cycle très court et plus difficilement acceptable par la société en général qu'un cycle plus long où la nature a son mot à dire. Je pense que ce point-là, il est fondamental. Quand tu dis reuse de l'eau directement, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Je veux dire directement par des process technologiques. C'est-à-dire qu'on va avoir la ville qui va collecter ces eaux usées dans un tuyau qui va arriver à ce qu'on appelle une station d'épuration, où là on va avoir une épuration qui rend l'eau apte à revenir dans le milieu naturel sans détruire ce milieu naturel. Mhm. On va y avoir ce qu'on appelle des normes de rejet. Voilà, on va mettre des critères en disant le traitement sera efficace si on a enlevé la pollution carbonée, la pollution azotée, la pollution phosphorée, voilà. Un certain nombre de bactéries aussi.
Et puis après, si on rejoint cette usine avec un tuyau directement à l'entrée d'une usine d'eau potable, où là on va avoir des filières de filtration très intenses qui peuvent aller jusqu'à des filières que techniquement on va appeler osmose inverse, et puis un traitement des virus et des bactéries, et on va pouvoir produire une eau de qualité potable. Et donc là, c'est purement technologique. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot direct, c'est-à-dire qu'on fait pas revenir le cycle naturel au milieu de la filière. D'accord, ok, c'est un petit peu plus clair. Et quand tu parlais de l'acceptation des usages, donc j'imagine que c'est par nous tous citoyens, c'est quoi aujourd'hui les leviers de communication que vous pouvez utiliser justement pour favoriser cette, si je puis dire aussi, cette prise de conscience sur l'importance aujourd'hui, vu les contraintes dans lesquelles on est, de réduire nos cycles? Le meilleur levier de communication, c'est l'exemple, mais après, c'est aussi le levier réglementaire. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est définir quelles sont les personnes qui ont le droit d'utiliser l'eau et de prélever la ressource, et puis de définir quel type d'eau ils ont le droit de prélever. C'est-à-dire vous pouvez décider que finalement, un industriel va être un second utilisateur après la population et selon les pays, les agriculteurs seront ou pas les premiers utilisateurs de droits. Donc la question de qui sont les utilisateurs prioritaires est vraiment un choix de société en fait. Et Pas donc pour rien ça, qu'en France, il y a eu un grand débat autour du Varenne de l'eau en décembre sur qui sont les usagers prioritaires de l'eau. et qu'est-ce que ça a provoqué comme débat? Aujourd'hui, on a la grande question du stockage de l'eau et les agriculteurs ont obtenu de pouvoir construire des grandes bassines qui posent question parce que est-ce que c'est vraiment une solution d'adaptation à la sécheresse ou est-ce que c'est une maladaptation, c'est-à-dire que ce serait une solution temporaire mais qu'il faudrait plutôt réfléchir à des rotations de cultures, des cultures plus adaptées au nouveau climat. Est-ce que tu peux juste préciser pour nos auditeurs ce que sont les grandes bassines? C'était dans le reportage que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, donc j'avoue que je vois à quoi ça ressemble, mais j'imagine que ça parle pas à tout le monde. C'est de se dire qu'en France, on a encore la chance que l'eau tombe sur le territoire et que la pluie nous abreuve, mais cette eau, elle tombe pas forcément à la bonne période. Donc l'idée, c'est de recueillir l'eau de pluie dans des bassins qui ont été creusés et puis imperméabilisés, souvent par une membrane, et de pouvoir utiliser l'eau en période de sécheresse. Ouais, Donc c'est une eau qui n'ira pas dans les nappes et c'est une eau qui va beaucoup s'évaporer aussi. merci beaucoup pour ces précisions. C'est vraiment hyper intéressant de t'écouter, Alice, sur la ressource en eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses, là, des questions que je t'ai pas posées ou une grande thématique de l'eau qu'on aurait oublié que tu voudrais aborder? Oui, je voudrais parler de la gouvernance de l'eau. Ouais. Je pense que c'est un enjeu fondamental et qu'il faut trouver un équilibre entre la gouvernance locale qui est indispensable et la gestion au niveau de ce qu'on appelle le bassin versant, c'est-à-dire toute l'eau qui va arriver et se déverser au même endroit géographiquement. Le retour historique, il montre que quand la ressource de l'eau elle est utilisée en grande planification, que ce soit par le système capitaliste ou l'URSS, finalement, on la sèche. Je pense Ok. notamment à la disparition de la mer d'Aral pour irriguer le coton et développer de la culture de coton dans les anciens pays de l'ex-URSS où il n'y avait pas nécessairement d'eau. Et voilà, donc ces grands outils de planification n'ont pas forcément pris en compte la ressource en eau, alors qu'aujourd'hui, on voit que les populations qui défendent le mieux, notamment les écosystèmes qui sont fondamentaux, comme les mangroves, je pense en Amérique, sont les populations d'Amérindiens qui ont reconnu de tout temps dans leur culture la nécessité de ces barrières naturelles. Ça résonne beaucoup avec ce que tu nous partageais tout à l'heure et les aborigènes et le besoin de faire parler la ressource et qu'un plus grand nombre de personnes s'en emparent. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi, donc du coup, sur cet équilibre de gouvernance locale? Qu'est-ce qui est en tension aujourd'hui, en tout cas en France? En France, on a un millefeuille d'acteurs qui sont en charge de la ressource en eau. Donc sans doute qu'on a besoin, et beaucoup de gens s'y attellent, de simplification. Ok.
Merci beaucoup Alice, c'était vraiment très très intéressant de pouvoir rentrer dans le détail de la ressource en eau, de voir les enjeux aussi parfois politiques qui se cachent derrière, que j'avoue que j'avais pas estimé en préparant cette interview, et aussi à la fois de pouvoir discuter des solutions et de tout ce qui est mis en tension aujourd'hui autour du sujet. J'ai envie maintenant de passer à la question un peu cœur du podcast. Donc comme tu le sais, le podcast s'appelle Dessine-moi un futur désirable. Je t'ai envoyé la question en amont parce qu'on sait que c'est une question difficile et qu'elle nécessite un peu de réflexion. On se la pose pas tous les jours et c'est justement tout l'objet de la discussion qu'on va avoir ensemble. Alors moi, avant de rentrer dans le détail, j'aimerais bien savoir, Alice, qu'est-ce qu'elle t'a provoqué cette question quand tu l'as lue pour la première fois? La question du désir, c'est compliqué. Ouais. Les philosophes y réfléchissent depuis C'est vrai. l'Antiquité. Est-ce que c'est le désir ou le devoir qui doit nous mouvoir? Voilà. C'était la question. Et bon, du coup, je te propose de plonger donc dans ta vision ton futur désirable. Le futur désirable, ça m'a évoqué le paradis. Ok. Le loup qui mange avec l'agneau. Voilà. Et vraiment, en réfléchissant sur l'actualité, je me suis dit que le futur est désirable. Aujourd'hui, l'actualité vient nous rappeler que c'est de vivre dans un monde en paix et d'être en bonne santé. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, Ouais. c'est déjà clé. Et pour moi, ça passe en fait par notre relation de gardien ou de jardinier de la nature. Très poétique. Je pense que peut-être que tous les auditeurs connaîtront pas Raymond Barre, mais quand on lui demandait pourquoi il s'intéressait tant aux animaux, je crois qu'il aimait beaucoup les chiens, c'est parce qu'il avait cette réponse de dire que si on n'était pas capable de bien s'occuper des animaux, on ne saurait pas avoir des bonnes relations avec les autres humains. Voilà, je pense que pour un homme politique très engagé, c'est intéressant d'écouter ça. Effectivement, le relationnel est fondamental. Et je pense à un autre homme que j'admire beaucoup, qui est l'architecte Gaudi, Ouais. dont j'admire beaucoup les œuvres, et qui avait cette phrase disant que toute invention qui n'est pas basée sur les lois de la nature n'est pas viable. Donc c'est fortement à méditer quand on travaille sur l'innovation. Effectivement, et ça fait appel notamment aussi au biomimétisme qu'on voit désormais. J'avais envie de revenir sur le fait que pour créer un futur désirable, je pense qu'il faut avoir une bonne dose d'émerveillement. Ouais. Et souvent, sur les réseaux sociaux, on voit du militantisme pour dire il faut en fait éveiller les enfants dès leur plus jeune âge à la préservation de l'environnement, en leur expliquant tous les impacts négatifs que peut avoir notre façon de jeter les déchets, etc. Et dans ce programme-là de CM1, ils apprennent aujourd'hui, toute la génération, l'océan plastique. Okay. Et donc, on a une génération d'enfants qui ont vu des tortues blessées. Mais je me dis, est-ce qu'on a une génération du même âge qui a vu Océan, ou un peu plus vieux, Le Grand Bleu, ou qui a fait une classe de mer? Voilà, j'ai envie de dire, l'âge de l'enfance, c'est l'âge où en fait on apprend à s'émerveiller, à aimer. Et je ne sais pas si après on peut avoir envie de préserver si on n'a pas connu ce qui était beau. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être que le futur désirable, ça passe par déjà voir ce qui est beau aujourd'hui pour avoir envie que demain ce soit aussi beau. Quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression que cette question de l'émerveillement, elle est clé. Tu m'en as aussi parlé quand tu t'es présenté tout à l'heure. Et j'ai une question par rapport à ça, et notamment par rapport à tes enfants. Comment tu fais pour gérer cette question d'émerveillement tout en y associant cette question de respect de la nature et j'imagine aussi une prise de conscience petit à petit des grands enjeux de transition? C'est un équilibre compliqué, j'imagine. Alors, on est une famille d'urbains. Ouais. Donc, c'est compliqué. On a la chance, je pense, de pouvoir avoir des temps privilégiés dans la nature, notamment à l'occasion des vacances. Donc, c'est vrai que je vais privilégier beaucoup la randonnée avec eux, Ok. ou le sport dans la nature, parce que si on n'expérimente pas, on n'a pas, puis ça nous fait du bien à tous.
J'ai envie de revenir sur ce que tu nous as dit au début de ta description de ton futur désirable. La louve mange avec l'agneau ou le loup mange avec l'agneau, je ne sais plus comment tu l'as formulé exactement. Ça a fait appel un peu à un renversement de paradigme quelque part. Est-ce que dans ton futur désirable, il y a d'autres paradigmes qui sont renversés? Il y a une vraie tension pour moi entre l'exploitation des ressources qui est nécessaire au mode de vie qu'on a aujourd'hui et puis la notion de préservation des ressources ou du care, pour parler avec les mots anglo-saxons. Voilà, c'est pas une opposition aujourd'hui réductible, mais il y a quelque chose de l'ordre d'une tension là qui me semble nécessaire à questionner. Et est-ce qu'on peut... Quelque part exploiter tout en préservant? Et peut-être ce que je trouve intéressant chez Veolia, c'est que c'est une société en fait qui est née autour du soin, Ok. qui est née à l'époque des grandes crises de choléra dans les villes françaises et la puissance publique avait besoin d'investir dans l'assainissement des villes, Mhm. comme elle a investi dans les transports, etc. C'est l'époque des politiques hygiénistes du 19e siècle. Peut-être le baron Haussmann parlera à plus de gens. Ouais. Et donc, il y a vraiment au cœur de la pensée de l'entreprise cette notion de comment je soigne. Et puis, petit à petit, se sont développées les technologies et puis ce qui va avec, c'est-à-dire comment je soutiens en fait la dépollution des sociétés qui, elles, créent de la pollution. Mais donc, voilà, j'ai la chance de travailler dans une entreprise où la question du soin est quelque part dans l'ADN et puis aujourd'hui dans la raison d'être de l'entreprise. Effectivement, là, on sent qu'on vient d'aborder plein de sujets, l'importance du care, du soin, les renversements de paradigme, et aussi en passant par l'importance de prendre en considération tous les maillons de la chaîne de valeur. J'ai envie de te poser la question aussi, dans ton futur désirable, parce que quand on parle d'innovation, on parle aussi de technologie, quelle place prendrait la technologie dans ton futur désirable? Moi, je crois que la technologie, c'est vraiment une piste à explorer parce qu'elle permet énormément d'améliorations, notamment au niveau de la santé et de la lutte contre les pollutions, pour les périmètres que je connais. Oui. Et par contre, la question pour moi de comment on fait une place à la nature dans ces raisonnements me paraît fondamentale. Donc, sur la chimie, qui est ma formation de base, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer le fondateur du mouvement de la chimie verte, Ok. qui remet en question le fait, par exemple, de faire des réactions chimiques qui permettent d'arriver à des éléments purs, en disant dans la nature tout est mélangé, et donc de faire un cahier des charges pour arriver à un élément pur, c'est une vision d'ingénieur, mais en fait on peut très bien faire des matériaux qui respectent pas une pureté de 99%, même si c'est peut-être plus compliqué à utiliser, et donc on peut faire des réactions chimiques qui ont un besoin d'énergie bien moins important. Et donc, il a un laboratoire de recherche aux États-Unis Ok. qui travaille là-dessus. Voilà, donc je pense qu'il y a comme ça des remises en question de principes qu'on a érigés pour des raisons je dirais, de facilité, mais qui ne sont pas forcément remis en cause. Et donc, je pense que la technologie a fondamentalement besoin de ces remises en cause pour pouvoir continuer à rendre un service. Mais pour moi, ce n'est qu'un des services. Et donc, le tout technologique est loin de répondre aux besoins, notamment de faire société. Donc, voilà, c'est un des outils qui est à disposition et dont on n'est d'ailleurs pas prêt à se priver, mais c'est certainement pas le seul. Effectivement. Merci beaucoup, Alice. On vient de faire une grande description là de ton futur désirable. Et à ton avis, comment on y va? S'il y a un truc qu'on doit activer, une chose sur laquelle on doit se baser, ce serait quoi? Moi, je pense que c'est construire des projets de société à l'échelle locale. Je sens, en tout cas pour la banlieusarde que je suis, un fort besoin de briser la solitude. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille, mais si je regarde sur ma commune, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont des banlieusards à cause du travail Mhm. ou qui sont arrivés pour le travail quand non plus forcément, ou qui sont des retraités dont la famille est loin ou qui n'ont plus de famille. Et donc, je pense que cette question de créer à l'échelle locale des projets qui permettent un vivre ensemble,
sont le moyen d'arriver à un futur désirable pour une société entière, mais que ça passe vraiment par la construction des liens sociaux sur des décisions partagées. Voilà. Et je pense que l'effort des collectivités pour maintenir un lien associatif, un lien local, et on voit qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les associations de renouveler leurs dirigeants, notamment après la pandémie. Beaucoup de retraités n'ont pas repris du service et la question de maintien de ce tissu collectif via les associations est un vrai enjeu pour le politique en général, parce que c'est ce qui permet quelque part de vivre de manière plus apaisée. Alors, merci Alice. Il y a une question que j'aime bien aussi poser aux invités. Est-ce qu'il y a une revue, un livre que tu as lu qui t'a particulièrement marqué, en lien bien sûr avec la transition environnementale, que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Le livre que j'aime bien faire lire, en particulier à mes stagiaires et mes alternants, c'est Laudato Si. Ok, c'est un livre qui a été écrit par le pape François à la veille de la COP21 et de l'accord de Paris pour faire prendre conscience des enjeux autour du climat. Et à la fois, c'est un constat scientifique de l'état de la planète aujourd'hui, mais qui se double en fait d'une vision anthropologique. Donc, qui est celle portée par la tradition chrétienne, plus spécialement catholique. Et ce qui m'a frappée, c'est la résonance de ce livre dans tous les continents, et en particulier dans les milieux universitaires. Je me souviens d'un professeur indien qui le citait comme un livre important pour faire prendre conscience que tous les enjeux sont liés et que notre façon de faire société, elle a un impact sur nos relations, comme je le disais, sur la paix dans le monde. Et que peut-être un des messages du livre, c'est de dire attention, ne soyons pas une société du déchet, à la fois pour les humains et pour l'environnement. Hyper intriguant, Alice, ce livre. Pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre ? Alors, comme je l'ai déjà évoqué, moi j'ai été nourrie à la tradition de la Bible. Et ce que je trouve intéressant dans cet héritage, c'est ce peuple juif qui relie sans cesse son histoire. Pourquoi l'homme est confronté à des cataclysmes, autant individuellement que collectivement. Et dans ce monde si beau où il vit, et il se pose la question de sa place continuellement. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre monde, en tout cas en France, on ne prend pas assez en compte l'héritage de ces traditions multiséculaires, toutes les grandes traditions qui ont essayé de réfléchir à la place de l'homme dans l'histoire. Et je pense qu'elles sont porteuses de ressources pour vivre aujourd'hui dans l'espérance et trouver en fait la manière d'apporter sa pierre personnelle aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette recommandation. On mettra bien évidemment toutes les informations dans la description du podcast. On arrive donc, je le disais, à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, un message que tu aimerais laisser, Alice ? J'ai parlé du temps long et peut-être que je souhaite à chacun des auditeurs, c'est de placer régulièrement dans sa journée un moment pour faire une pause, pour admirer la beauté de la nature et la beauté de son être propre et pouvoir donner le meilleur de lui-même. Merci beaucoup Alice, c'est une très belle conclusion qui invite à la méditation. Merci beaucoup. Pour te remercier de ta participation sur le podcast, on offre un petit cadeau à nos invités. Tu auras sûrement entendu la résonance avec Le Petit Prince et le titre de notre podcast. Et en fait, on a décidé de le dédicacer avec un message qui normalement devrait avoir du sens pour toi. On te propose donc cette dédicace. Remettons le puits au centre du village. Donc j'imagine que ta lecture du Petit Prince remonte un petit peu, donc je te donne les sous-titres. En fait, à un moment, dans le Petit Prince, il y a des puits qui apparaissent dans le désert. Et en fait, le puits, c'est la symbolique entre l'homme, l'eau et la vie. Et on a trouvé que ça résonnait pas mal avec toute la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Voilà, un grand merci Alice. Grand merci. Je me replongerai dans Saint-Exupéry avec grand plaisir. Exactement. Voilà, pour les pauses méditatives, je recommande. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.
Vous trouverez toutes les références dans la description du podcast et sur le site de SteamShift. À très vite dans un prochain épisode.